La semaine dernière, vous avez dit un truc super intéressant concernant cette série. Pluribus, épisode 3. Contrairement à d'habitude, je vais spoiler l'intégralité de cet épisode, donc si vous n'avez pas vu l'épisode 3 de Pluribus, quittez cette vidéo, allez voir l'épisode et revenez après. Je ne sais pas si je vais faire la critique de tous les épisodes, ça dépendra en fonction des vues. Si ça fait des vues catastrophiques, malheureusement, vous savez, YouTube ne met pas en avant les autres vidéos quand vous avez une vidéo qui flop. Et vu que je sors beaucoup de vidéos, pas mal qui sont risquées, qui marchent un peu moins bien, si c'est une vidéo supplémentaire qui marche moins bien, YouTube va vraiment pas mettre en avant et bah c'est compliqué. Donc à voir si vous soutenez ce genre de vidéo, j'essaierai de faire ça toutes les semaines ou alors je serais tellement matrixé par la série que j'aurais envie de faire ça toutes les semaines. À voir, parfois mon envie de parler certaines choses comme pour Alien Earth a dépassé le seuil de YouTube. Mes vidéos Alien Earth, elles ont complètement bidé à chaque fois, mais j'avais envie de parler de cette série parce que j'étais fan d'Alien. Là, Pluribus, j'ai fini l'épisode et j'étais en mode « Ah, je dois en parler aussi ». J'ai envie de revenir sur un truc qui m'a beaucoup marqué la semaine dernière dans les commentaires, mais aussi sur les réseaux type TikTok. Il y a plein de gens qui m'ont identifié pour voir les vidéos de gens qui argumentaient ce point-là. Mais en gros, il y a un rapport hyper intéressant par rapport à cette femme, au fait qu'elle soit blanche et à la relation nord-sud. Parce que dans l'épisode 1, toutes les autres personnes avec lesquelles elle communique, vous savez, les personnes anglophones, sont des personnes du sud du monde. On s'est compris, grosse guillemets évidemment. Ça n'a pas l'air d'être des personnes aisées. À chaque fois, ils n'ont pas l'air de venir de pays ou de situations confortables financièrement. Donc eux qui découvrent un monde enfin qui leur sourit, parce que c'est ça la vérité, ils vivent dans un monde maintenant avec cette ruche d'humains qui est bon pour eux. Donc c'est peut-être la première fois qu'ils ont un monde qui les respecte, qui les obéit un petit peu, qui les considère comme des personnes qui méritent du respect. Et ça, c'est important parce que elle, c'est une femme américaine privilégiée, entre guillemets, parce que déjà, elle vit aux States, et il y a beaucoup de privilèges comparé à d'autres pays, évidemment. On parle vraiment de manière relative à d'autres pays. Elle vit dans un confort qu'elle aime, on va en parler dans quelques secondes, alors que toutes les autres personnes, elles, peut-être, elles n'ont pas le même luxe, le même confort qu'elle. Donc, elle joue un peu la Karen, vous savez, elle s'appelle Carol, mais vous savez, la Karen américaine, parce que c'est la seule qui est énervée par rapport à la situation, et en même temps, c'est la seule qui vient déjà d'un monde de privilèges. Donc, elle ne comprend pas que les gens profitent un peu de ce privilège qu'ils connaissent pour la première fois. Et j'ai beaucoup aimé cette dynamique de prendre le personnage principal, d'en faire une Karen un peu insupportable, mais qui fatalement a un petit peu raison aussi. Et c'est ça que la série va explorer. Et au début, je me suis dit, ok, c'est une analyse intéressante, mais il faut voir de quoi va parler cet épisode 3 et le reste de la série. Mais avec cette analyse en tête, que je vais additionner à plein d'autres analyses que je vais reciter dans cette vidéo et qui ont été approfondies dans cet épisode, oui, le rapport nord-sud, il est tellement évident, il est tellement logique, c'est clairement volontaire de la part de Vince Gilligan. Il y a un truc sur le monde, le côté mondialisé, le privilège, le luxe, qui est juste maintenant presque aberrant. Et je l'avais un peu remarqué par rapport au capitalisme, mais le rapport de force entre les gens qui kiffent pour la première fois le monde, entre guillemets, et elle, je trouve fascinant. Et cet épisode-là, il a confirmé vraiment ça. Donc ceux qui l'ont dit en commentaire, bah vous aviez complètement raison. J'avais pas vraiment vu cette analyse. En même temps, il y a tellement d'analyses à faire sur cette œuvre. C'est pour ça que je la trouve déjà tellement profonde et intéressante. Et on va en parler parce qu'elle est géniale. Et cet épisode 3, c'est un peu la preuve de ça. C'est un super épisode. Encore une fois, 40 minutes. Mais c'est limpide en termes de rythme, c'est nickel, ça va droit au but et tout. Et ça commence 7 ans avant l'invasion. Et c'est intéressant parce que le terme invasion, je pense qu'il est à la fois légitime, mais un petit peu bizarre. Et c'est un monde ou un univers de neige, parce que c'est un hôtel de luxe, qui fait un lien avec la connexion de la nature, un peu à l'exploration, l'aventure, la différence entre un style de vie à Albuquerque versus ici la Norvège, la neige. Il n'y a jamais de neige à Albuquerque, c'est complètement différent. C'est dépaysant, c'est nouveau. Et en fait, elle déteste ça, Carol. Elle n'aime pas du tout, alors que sa copine, elle est beaucoup plus aventurière. Et c'est ce que je dis. En fait, Carol, elle veut du confort. Elle veut la facilité. C'est un peu le cliché de la meuf blanche américaine qui aime son lit de luxe. Quand elle entend et elle voit que le lit, c'est genre un glaçon, elle est choquée. Elle se dit, mais putain, c'est quoi ce truc de merde? Elle m'emmène dans quoi, ma copine? Elle déteste la situation, elle aime pas sortir de sa zone de confort. Elle est d'ailleurs un petit peu conspirationniste. Il y a une petite phrase par rapport à ça, je trouve ça hyper intéressant parce qu'elle vit dans un monde de conspiration aujourd'hui. Elle vit dans un monde où littéralement tout le reste du monde est en train de l'espionner et de conspirer contre elle. Donc elle a raison d'être un peu conspirationniste aujourd'hui. Mais il y a ces petites phrases sur elle qui croient un peu des choses qu'elle devrait pas croire. Je trouve que c'est intéressant par rapport au personnage parce que l'idée quand même de cette série, c'est aussi de déconstruire le mythe américain, mais aussi de créer des choses qui sont à la fois détestable par rapport à Carol, le côté conspirationniste. En fait, on n'aime pas les conspirationnistes, mais en même temps, elle a tellement de qualités humaines que c'est tellement peu manichéen qu'on aime et déteste Carol à la fois. Elle est hypocrite parce qu'elle veut savoir si son livre a cartonné, mais elle fait genre qu'elle s'en fiche.
Et en plus de ça, elle veut savoir exactement à quelle place en best-seller le livre est. Et elle se méprise, parce que rappelez-vous, elle déteste ses bouquins. Elle déteste écrire ces trucs qu'elle méprise aussi, mais elle se méprise elle-même. Et c'est hyper intéressant, parce qu'à la fois, elle veut prouver qu'elle a bien marché, qu'elle cartonne. En même temps, elle aime le confort, l'argent, et elle a cet ego aussi qui est important, mais elle fait genre, elle s'en fiche. Et la phrase qui est hyper intelligente de la part de sa copine, qui est géniale, parce qu'en fait, sa copine l'a compris. Elle a vraiment tout capté par rapport à son personnage, qui elle est, et c'est assez particulier comme couple, mais elle dit quelque chose qui est génial, elle adore mal se sentir, Carole, et le dit à haute voix. Et je trouve que c'est intelligent parce qu'à la fois, oui, c'est peut-être un peu surexplicatif, mais je pense que c'est juste explicatif parce que c'est important de comprendre que sa copine était la seule personne qui comprenait vraiment Carole. Et les aurores boréales, c'est l'exemple parfait de ça aussi, parce que c'est nul. C'est vraiment trop nul, c'est trop moche. Carole, elle fait la remarque qu'on dirait une impression d'écran, pas une impression d'écran, mais un screensaver, un écran de veille. C'est loufoque comme situation, c'est trop drôle. Et tu dis, mais en fait, sortez de là, quoi. Allez voir dehors les aurores boréales. Mais non, parce que l'expérience, c'est ça aussi. C'est le confort, le luxe, le consumérisme de ça. Au lieu d'être dans la nature et de littéralement voir les aurores boréales, là, elle pourrait littéralement voir un écran et ça n'aurait aucune différence pour elle. Donc elles sont à la fois aventurières, mais pas trop. Donc c'est vraiment particulier et ça montre encore une fois cette critique du consumérisme américain et même occidental de manière générale. On paye pour des expériences loufoques parce que quand même un hôtel de glace particulier avec des gens qui créent de l'art qui dure que quelques mois avant que ça fonde, c'est voilà une expérience qui est vendue à des gens peut-être un peu riches, privilégiés. Et là, au lieu d'aller dehors, ils regardent cet écran de veille un petit peu. Je trouve que c'est génial comme idée et ils ressentent rien du tout par rapport à ça. Aucun personnage ne ressent la beauté du monde. On dirait juste un attrape-touriste nul. Et elle, tout ce qu'elle dit, c'est qu'elle veut aller aux toilettes. Et ça, je trouve que c'est génial comme concept. Elle est face aux aurores boréales, un truc magnifique. Elle se dit, oh, faut que j'aille pisser. Mais en fait, elle n'arrive pas à aimer le monde, mais en même temps, l'expérience à laquelle elle est confrontée, elle est étrange, elle est spéciale. Et ce couple, à la fois, je l'adore, mais qu'il est bizarre. Parce qu'en fait, t'as l'impression que Carole, elle est dans le placard. Elle assume pas son homosexualité. Elle assume pas son couple, elle assume pas le fait d'être heureuse, mais depuis la mort de sa copine, elle est désespérée, elle est endeuillée, parce qu'on voit que là, ça fait 7 ans, ils disent 2600 jours, c'est 7 ans à peu près, donc ils ont été en couple pendant super longtemps, et là, quand tu vois le couple, t'as déjà l'impression qu'ils sont ensemble depuis longtemps, ces personnages-là, donc je trouve que c'est fascinant comme idée, comme couple, et elle est complètement déconnectée de ses émotions. Elle a un truc, tu vois, je sais pas s'il a une sorte de dépression, de mélancolie, mais elle aime sa copine, ça se voit, parce que maintenant elle est triste, mais en même temps, vu qu'elle se déteste elle n'arrive pas à donner de l'amour à sa propre personne et à sa copine, pourtant sa copine était avec elle durant toute leur vie, entre guillemets, quoi. Ça fait 7, 10 ans qu'elles sont ensemble, et elle était toujours là pour elle. C'est la seule personne qui la comprenait dans sa vie. Et je trouve que c'est touchant, parce qu'à la fois, elles ont genre un peu d'alchimie, mais elles s'entendent pas bien, mais bien à la fois. Je trouve que Vince Gilligan, il a créé un truc, grâce aux actrices aussi évidemment, qui est assez unique, qui est bien, et ça change un peu de ses couples. Là, au fait, elle n'arrive pas à se projeter dans son couple parce qu'elle se déteste, elle. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Et ça continue, évidemment, parce que ce personnage-là, il est totalement, oui, détestable, mais c'est ça qui est la force de l'œuvre pour moi. Elle n'est pas en première classe. Et tu dis, au fait, c'est respectueux, elle n'est pas en première classe, elle pourrait profiter du luxe qui est donné ici, mais on sait qu'elle aime le luxe, on sait qu'elle aime le confort, mais là, elle ne l'aime pas. Là, elle trouve que c'est pas mérité. Là, elle trouve qu'il y a un truc louche par rapport au confort. Elle fait d'ailleurs chier sa nouvelle surveillante. Elle se moque un peu d'elle. Elle est en train de pousser, vous savez, les boutons. C'est une expression en anglais, ça marche pas en français, mais vous m'avez compris. Elle est en train d'énerver ces gens-là pour voir jusqu'à quel moment elle peut aller, jusqu'à quel endroit elle peut titiller ces gens-là. Et je trouve que c'est assez génial. Et c'est normal aussi de trouver cette ruche humaine déshumanisante et bizarre, surtout avec ces pilotes qui lui parlent. Ils sont à la fois humains parce qu'ils font des trucs comme ça, et en même temps ils parlent comme des pilotes, mais ils sont tellement connectés qu'ils répondent alors qu'en fait ils devraient pas répondre. C'est hyper particulier, mais ça crée un truc, une ambiance qui est unique. Et c'est intéressant parce qu'en fait c'est la seule blanche dans ce monde, dans ce nouveau monde. Alors peut-être il y a le mec en Sardaigne qui est blanc aussi, on n'en sait rien, mais il est vieux ils disent, ou un truc comme ça, c'est pas très important. Et sa crise d'angoisse, son désespoir, la pousse à parler à des non-anglophones. Et ça c'est intéressant parce qu'en fait elle voulait même pas sortir de sa zone de confort au début. Au début elle a juste dit, je veux parler à des anglophones. Tu sais, elle se prenait même pas la tête de prendre un traducteur comme c'était proposé, ou de juste se débrouiller pour parler à des non-anglophones. Elle a littéralement exclu
du rendez-vous qu'elle a préparé lors des 2 premiers épisodes, les non-anglophones. C'est ridicule, c'est méchant en plus. Donc ça montre encore une fois ce décalage et cette méchanceté face aux personnes étrangères, des Américains, mais de l'Occident de manière générale. Et là qu'elle est désespérée, bah oui, elle commence littéralement à parler à des gens non anglophones. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle appelle un mec au Paraguay qui l'insulte, et du coup, elle l'insulte aussi. T'as l'impression qu'ils se parlent à elle-même, parce que le mec au téléphone a l'air aussi aigri qu'elle, mais surtout, c'est évident que le mec du Paraguay a kiffé l'insulte. Pourquoi? Parce que le mec du Paraguay, ça doit faire des jours, 5 jours à ce stade, qu'on lui parle super bien. Ça fait 5 jours qu'on est en train de lui lécher les bottes et tout, et là, t'as une meuf qui l'appelle, qui lui dit... qu'il insulte et tout, c'est génial comme idée. Et c'est sûr que le mec va la rappeler parce qu'il a adoré être confronté pour une fois. Et je pense que les deux vont se rencontrer, ça sera un truc intéressant, parce qu'ils vont pas pouvoir se parler, ça sera beaucoup de narration visuelle, j'imagine, ou un traducteur, je sais pas quoi, mais c'est ça qui est fort et que j'aime beaucoup. Et justement, ils sont allés dans cette direction par rapport à ça, que moi je trouve personnellement réussie, que je trouve intelligente, et qui donne envie de voir la suite, parce qu'on est face à des personnages peu manichéen. Et en plus, il y a la mise en scène à la Breaking Bad, c'est un plan typique de Breaking Bad, la steadicam sur la voiture, ça crée une ambiance, ça crée une transition. En fait, Vince Gilligan, il aime bien filmer la vie. C'est cool. Et la vie, c'est aussi regarder un courrier, regarder des lettres et des choses comme ça. Et c'est là qu'il revoit un courrier qui était destiné à Hélène, sa copine. Évidemment, il y a ce deuil qui revient et elle demande à cette ruche de voir son ex mourir, parce que la ruche possède les mémoires, les sentiments, les émotions de son ex, mais elle veut voir son ex complètement éclipsé, parce que le deuil est trop élevé pour elle, est trop compliqué, trop difficile, et c'est ça que moi personnellement j'aime beaucoup par rapport à ça, c'est que les traits humaines, tu vois, elle a perdu quelqu'un qu'elle aimait, mais t'as l'impression qu'elle a jamais dit à cette femme qu'elle l'aimait, et je pense qu'il y aura d'autres flashbacks avec Hélène, hein. Pour moi c'est assez évident, mais c'est beau parce que à la fois elle a des objets d'Hélène qui étaient prévus pour elle, un cadeau et tout, et en même temps elle veut complètement oublier, mais elle n'arrive pas à confronter son deuil, et je trouve qu'elle est très humaine par rapport à ça, et je l'adore, mais elle veut voir son ex mourir quand même, quoi. Elle est complètement sous médoc, elle est alcoolique, elle est un peu paralysée presque, t'as l'impression dans le lit, elle regarde une émission, encore une fois t'as un plan qui est génial, le DVD, le reflet du truc, la vieille émission télé, je trouve que c'est vraiment trop bien, elle est consommée par une sorte de nouvelle vie. En fait, elle pourrait littéralement sortir et faire tout ce qu'elle veut dans ce monde, et au final, elle fait quoi? Elle fait rien. Elle reste à la maison, dans son confort, parce qu'en fait, elle peut pas. Elle ne vit plus dans ce monde. Elle est complètement déconnectée. Il y a un truc qui a disparu. Elle est vide par rapport à ça. Et c'est aussi par rapport au fait que Hélène est décédée. Et ça, elle se rend compte, au fur et à mesure, même s'il ne réalise pas encore, que ce qu'elle aimait dans la vie, c'est pas le confort, le luxe, c'est sa femme. Je pense que ça va être ça aussi, hein, l'idée. Mais j'adore la mise en scène. Il y a plein de plans à Breaking Bad. Encore une fois, ça c'est typique de Better Call Saul, Breaking Bad. Ce genre de reflet. Ça déforme en plus son monde. Et ça ressemble à un monde, encore une fois. C'est une sorte de globe. Ça englobe son truc et tout. Je trouve que c'est une bonne idée. Et c'est une invasion, au fait, de sa vie privée. Il y a un manque de consentement par rapport à son bien-être. Voilà, ils sont regardés ce qu'elle a dans son frigo pour lui dire « Hey, il te reste X montant de lait. » Mais elle dit « Mais vous êtes malade, quoi. » Enfin, c'est une sorte d'état de surveillance massif qu'elle n'aime pas. Elle n'a pas du tout donné son consentement par rapport à ça. Et moi, j'aime beaucoup. Surtout qu'elle va refuser leur aide constamment. Elle veut aller au supermarché d'elle-même. Et j'adore cette idée d'aller au supermarché. Il n'y a rien au supermarché. Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien au supermarché? Pourquoi est-ce qu'ils ont pris la tête de tout enlever du supermarché? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'ils font avec ces ressources? On va en parler dans 2 secondes. Mais quel est leur plan? Parce que moi, je vois bien la ruche comme une sorte de ruche un peu machiavélique. Je pense que vraiment, la ruche, elle a un objectif d'invasion des humains, mais de toutes les espèces. Je pense vraiment qu'il y aura des trucs aliens plus tard, où on verra des bactéries, quelque chose, mais il y aura une confrontation peut-être avec d'autres aliens. J'ai l'impression que cette ruche, leur devoir biologique, c'est eux qui le disent, c'est de contaminer les autres pour qu'ils rejoignent la ruche. Donc s'ils ont mis toutes les ressources, que ce soit alimentaires, électriques, on en parle après, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il y a un plan derrière cette ruche, et ça va être intéressant. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est encore le décalage par rapport au capitalisme et l'idée du supermarché. Le plaisir du supermarché, c'est un plaisir qui est, disons les choses, occidentales. Avoir un supermarché dans son pays qui a tout, c'est un privilège. La majorité du globe n'a pas un supermarché avec tout dedans. Les États-Unis, par exemple, et la France, mais tout l'Occident, disons, et d'autres pays, je dis pas que c'est que l'Occident qui a le supermarché, mais grosso modo, le supermarché, c'est un privilège. Il y a la famine dans tellement de pays, il y a des milliards de gens sur Terre qui souffrent de manque d'aliments, de nutrition. Donc oui, le supermarché est un privilège. Et là, elle est face à rien. Le privilège a disparu. C'est vide. Parce que elle, son petit plaisir de supermarché, qui était un plaisir non pas
de se nourrir et de survivre, mais un plaisir aussi de se balader dans le supermarché, choisir des choses, a disparu. Et là, elle est face à quelque chose de différent, de nouveau. Alors oui, elle peut clairement avoir son supermarché, c'est ce qui passe après, mais pendant un moment, elle est confrontée à un truc que beaucoup de gens vivent dans la vraie vie, un supermarché vide. Et ça, je trouve que c'est intéressant, ça fait aussi une référence beaucoup à ces photos de la guerre froide ou du Venezuela pendant longtemps, vous savez, ces pays communistes à une époque où il n'y avait plus rien dans les supermarchés à cause de l'inflation, à cause de la famine. Mais moi, ce que j'adore dans cette scène, c'est qu'elle dit très bien, je suis une femme indépendante, elle peut faire ses courses elle-même. Mais c'est faux, en fait. Elle a jamais rien fait toute seule. Elle n'est pas du tout indépendante. Tout ce qu'elle fait, c'est avec sa copine, son ex, qui est décédée, mais elle n'a jamais rien fait toute seule, quoi. Elle n'est pas du tout indépendante, en réalité. Et j'aime beaucoup parce qu'elle ne réalise pas tout ça. Et ce privilège occidental, il est encore montré par cette scène que j'ai trouvée géniale, de voir le supermarché se remplir pour une personne. Une seule personne et tout est rempli. C'est à la fois la beauté du capitalisme. Voilà, un supermarché, c'est rempli et tout le monde y a accès, sauf que là, c'est pour une personne. C'est une accumulation claire et nette des richesses. Il y a plein de gens qui vont travailler en urgence pour une personne. C'est l'allégorie de cette accumulation, de ces excès. Et tout va aller à la poubelle, parce qu'il y a plein de produits frais, en fait. Mais tout va aller à la poubelle, parce qu'il n'y a qu'une personne. Ça sert à rien de le remplir. En fait, il fallait lui faire un plat comme ils ont prévu à la base, parce que eux voulaient optimiser les ressources. Mais cette meuf américaine voulait voir son supermarché rempli. Parce que d'après elle, c'est ce qu'elle mérite. Et ça, c'est hyper intéressant. Et ça critique à la fois, je trouve, le communisme de cette ruche collectiviste et tout, mais en même temps, les excès du capitalisme qui sont too much. Et j'aime bien parce que ça va tacler ces différentes idéologies. Vous savez, dans les films, le communisme, en général, il est représenté par le manque d'identité, le manque de nourriture et cette uniformisation de la société. Là où le capitalisme, il est souvent représenté dans les films et les séries par l'excès. Et là, c'est un mélange des deux. On a une société uniforme qui crée l'excès. Et je trouve que c'est intéressant, c'est montré par cette fourmilière humaine. Il y a un super plan et Vince Gilligan, encore une fois, il prend son temps pour montrer tout ça. Il n'est pas réel de cet épisode, mais voilà, il est showrunner, donc c'est aussi sa série évidemment. Et je trouve ça génial. Et la phrase qui est dite par 3 employés différents, ça montre encore une fois ce côté collectiviste que j'aime beaucoup et la critique, encore une fois, de ce qui se passe. Et je trouve ça génial. Et tout ça pourquoi ? Pour qu'ils bouffent un truc pré-préparé, quoi. Je dis, mais attends, ils ont rempli un supermarché et toi, t'as pris un truc genre que tu mets au micro-ondes. Tu te fous de la gueule du monde, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est fort, parce que c'est un peu une connasse, cette meuf. Mais en même temps, elle est habituée à ce privilège-là. Et c'est ça qui est fascinant, je trouve. Et encore une fois, t'as cette histoire des lumières, la ville qui s'est éteinte. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que les ressources sont optimisées ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils ont besoin d'électricité ? Pourquoi ? Ils sont où, les humains ? Ils font quoi ? En fait, cette ruche, il y a des humains qui chillent, ils sont assis et puis basta. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils sont en train d'optimiser toutes les ressources ? Je trouve ça génial. Elle est constamment espionnée, évidemment. Je trouve que c'est une bonne idée parce qu'à la fois, elle est espionnée, elle ne veut pas être espionnée, mais elle est en quête de communauté, de contact humain, d'avoir un compagnon ou une compagnonne. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'elle ne veut pas être seule. Mais en même temps, encore une fois, le délire cliché presque colonial, elle se moque des langues des autres pays. Elle va parler plusieurs langues et Carole va se moquer. En fait, c'est une connasse. C'est 100% une connasse qui ne respecte pas les gens des autres pays. Et je trouve ça fascinant parce que l'évolution de ce personnage-là, ça va être de vivre dans ce monde. Et je trouve que c'est un personnage qui est fascinant, que j'aime beaucoup, quoi. En fait, c'est ça qui est fort, c'est qu'il donne vraiment tellement de qualité et des fois à cette femme qui est insupportable, mais j'arrive pas à trop la détester non plus, quoi. Je la déteste parce qu'elle est vraiment complètement relou par rapport à tout. Elle a un mépris évident envers elle et les autres. En même temps, elle pense que tout lui est dû. Mais à la fois, elle est très humaine. Et c'est ça que moi, j'adore dans cette œuvre. Et l'idée de la grenade, c'est fort parce qu'il y croit pas. Dans sa tête, jamais de la vie, ils allaient lui donner une grenade pour qu'elle se suicide avec. C'était ridicule. Et la situation de crise, d'ailleurs, est gérée assez impeccablement, sans stress, sans panique. Rhea Seehorn, encore une fois, c'est une actrice phénoménale. Elle va gagner les Emmy Awards. Franchement, pour moi, c'est la meilleure performance de l'année en 3 épisodes. Elle est formidable. Mais ce que j'aime beaucoup, encore une fois, c'est qu'elle veut sauver cette femme. Elle veut sauver cette personne de la ruche. Mais pour elle, c'est pas une personne humaine. Elle a le dit plusieurs fois dans les précédents épisodes. Mais elle va quand même, par instinct, essayer de la sauver. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Je vais me répéter, je suis désolé, mais j'adore ce personnage autant que je le déteste. Parce qu'il a tellement de qualités humanisantes face à une personne complètement déshumanisée, qui est dans une sorte de... oui, le ruche, c'est le terme, ou je sais pas, fourmilière si vous préférez, ou ce que vous voulez. Mais il y a une humanité en elle, et c'est ça que moi j'adore. Elle va nous faire souffrir en tant que spectateur, elle va souffrir elle-même par rapport à ses sentiments, parfois elle mérite, parfois elle a raison, et moi je suis d'accord avec elle dans le sens où le fait d'enlever la liberté et d'avoir un côté uniforme de la société, c'est nul. Mais en même temps, on comprend les gens des pays du Sud qui pour une fois ont la sécurité alimentaire, sécurité tout court. C'est intéressant ce parallèle qui est dressé dans l'œuvre, que moi j'aime beaucoup. C'est une série qui est tellement politique, qui est intelligente. Première fois de la série qui a lâché Kikam.
C'est génial comme idée parce que c'est une série qui est très stable, beaucoup de steadicam, voilà, beaucoup de trucs très fixes. Mais là, chez Kikam pour la première fois, parce que là, son monde bascule aussi à cette femme. Elle va vouloir aider ce qu'elle considère être son oppresseur. Là où les autres se sentent libres, des pays du Sud, elle, pour une fois, elle se sent oppressée. Et c'est la première fois qu'elle se sent oppressée de sa vie, t'as l'impression. Et je trouve que c'est génial. Et ils ne comprennent pas Carole. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est que la ruche, pour eux, ou je sais pas comment on pourrait les définir, Carole est un mystère, une énigme, et ça se voit qu'ils commencent à être saoulés par Carole. Et ça, j'aime beaucoup parce qu'ils vont sûrement craquer, quoi. C'est ça qui est génial, c'est qu'il est en train de complètement bouleverser leur système parce qu'il est un peu chiante, quoi. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et ça qui est trop bien. Il y a un moment, ils sont en train de la convaincre de pas prendre une bombe atomique. C'est lunaire, mais en même temps, ils n'ont pas le choix parce que leur système de fonctionnement, c'est tout donné à Carole. Et là, il est en train de se dire, mais en fait, les gars, c'est quoi les limites? Donnez-moi une bombe atomique. Et eux, ils sont en mode, bah, techniquement, oui, mais en même temps, c'est pas une bonne idée, mais on doit t'obéir. Et elle va utiliser la règle de ne pas faire de mal. Donc elle peut leur faire du mal, mais eux ne peuvent pas réagir à ça. Elle va utiliser ces limites qui n'existent pas en réalité. En fait, elle est libre dans ce monde, mais elle se sent oppressée. J'adore, moi j'adore Pluribus. Je trouve que c'est brillant, c'est intelligent. Peut-être j'en fais des caisses, hein. Mais il y a tellement de grilles de lecture, d'analyse possible en 3 épisodes. Il sait ce qu'il fait, Gilligan. Moi, j'ai peur que le concept s'essouffle un petit peu, parce que là, on est à 3 épisodes et je trouve que c'est tellement bien géré et maîtrisé. J'ai peur que ça aille un peu en vrille, mais pour l'instant, c'est parfait, quoi. Enfin, moi, j'ai rien à dire. C'est génialissime. Dites-moi ce que vous en pensez, êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur Spotify, Twitch, TikTok, Instagram. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.